Cédric Beng, je me définis comme un citoyen africain d'origine gabonaise. J'ai eu l'opportunité d'aller dans une quarantaine de pays en Afrique et j'ai fait des études de maths, d'économétrie et d'ingénierie financière. Ça fait 17 ans que je travaille dans le développement des produits financiers et dans les réformes économiques. Et en parallèle de mes activités professionnelles, je suis engagé avec des think tanks, des cercles de réflexion pour essayer de faire avancer certaines questions sur le continent, d'apporter des outils de la décision aux décideurs. Et cela est toujours un plaisir de sillonner le continent. Alors c'est très pertinent. Il faut voir que jusqu'ici, le modèle, pendant très longtemps, pendant des décennies après les indépendances, a toujours été de reposer le financement de nos ambitions sur l'aide au développement. Et donc, lorsque vous regardez cela de plus près, il n'y a aucun modèle où un pays est passé de sous-développé à pays industrialisé avec de l'aide. Donc, je me suis penché sur cette question. Et lorsque je regarde les modes de financement de nos projets, je pense que l'Afrique a en son sein la capacité financière de financer ou de participer significativement aux investissements stratégiques sur le continent et que nous devons reconsidérer cette question et la placer au centre de nos projets pour que nous puissions faire un saut, un leapfrog comme on dit, pour atteindre ce niveau d'émergence dont on parle. C'est tout à fait cela, c'est-à-dire que la part des financements extérieurs doit être plus faible que ce que nous pouvons mobiliser nous-mêmes. Il faut que nous arrivions à 70-80% à trouver les ressources dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs. C'est cela. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé dans les autres pays qui sont devenus émergents, les dragons, ou encore après la Seconde Guerre mondiale, les pays d'Europe, une part significative des ressources venait des économies. Et c'est ce que nous devons arriver à faire. Nous ne devons pas attendre les yo-yo de la conjoncture internationale pour espérer financer nos ambitions. C'est important de le dire et je vais mettre peut-être le curseur un peu plus tôt, en 1960 avec Cheikh Anta Diop, qui très tôt a pensé la construction d'État fédéral africain. Et en le faisant, il a pensé qu'il fallait créer 8 zones industrielles sur le continent. La zone du Congo, du Zaïre, aujourd'hui du Congo, qui est le bassin pour l'industrie lourde, à cause des minerais et bien sûr à cause de Inga. Et puis la zone du Bénin, avec le Nigeria et d'autres pays, et bien sûr d'autres zones comme le bassin du Zambèze jusqu'en Afrique du Sud. Donc ce maillage-là aurait permis justement à l'Afrique d'atteindre plus rapidement ses ambitions au niveau industriel. Tout au long de ce parcours, différents courants, bien sûr, ceux de Marrakech comme le courant de Monrovia, différents points de vue. Certains qui ont pensé qu'il fallait d'abord rendre fort les pays et ensuite s'engager dans l'initiative régionale, et d'autres qui ont pensé qu'il fallait avancer comme un État fédéral, comme un groupe, un État fédéral, justement. Il faut regarder tous ces aspects et dire que nous avons des leaders qui ont posé des jalons de l'industrialisation, partant de Lagos. Nous avons vu des leaders qui ont posé des jalons, des plans d'infrastructure à travers le continent. Tous ces plans-là nous ramènent à quoi aujourd'hui? On parle des routes transnationales africaines. On peut partir du Caire jusqu'à Dakar aujourd'hui. On partira de Dakar jusqu'à Mombasa, en passant par Lagos, en passant par Yaoundé, Bangui et Kampala. On partira du Caire jusqu'au Cap et de Tripoli jusqu'à Windhoek
en passant par le Congo. Toutes ces routes-là sont, on appelle des voies transnationales africaines. Plusieurs de ces tronçons sont finalisés, donc sont déjà opérationnels. D'autres sont en phase de construction et d'autres sont en phase de conception. Et avec ces projets, donc ça ce sont les projets routiers, transport, il y a aussi les projets énergie. Donc nous avons vu nos leaders mettre en place des pôles énergétiques dans toutes les régions du continent, ce qui fait qu'en Afrique de l'Ouest, ici, vous avez des pays qui, en produisant de l'énergie, peuvent l'exporter vers d'autres pays. Vous l'avez en Afrique australe, vous avez en Afrique du Nord. Et il reste un peu l'Afrique centrale où il n'y a pas de pays qui vend son excédent d'énergie à un autre, mais ça va se faire. Donc il y a la partie transport, il y a la partie énergie, et puis il y a la partie tout ce qui est technologie, et la partie industrialisation avec des pôles industriels. Donc c'est cela un peu les différents plans qui ont été mis en place avec le leadership de l'Union africaine. Il y a aussi le plan sur la formation en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ce sont ces métiers-là qui vont permettre justement de faire un saut qualitatif en termes d'industrialisation. Et l'Afrique a encore du chemin à faire sur cette partie-là, qui est la formation de son capital humain. Tout à l'heure, nous discutions effectivement la question du financement du développement. Les modèles connus et qui ont toujours été pratiqués, c'est effectivement celui de l'aide. On a un projet, on court vers des bailleurs ou on court vers des États amis et puis on cherche à financer les projets. De plus en plus, des travaux sont faits pour montrer comment on peut mobiliser les capitaux au niveau domestique, comment on peut faire des montages financiers avec des effets de levier qui permettent effectivement de lever de l'argent un peu moins cher et de faire beaucoup avec les ressources que nous avons. Ces connaissances doivent être diffusées, disons, elles doivent être démocratisées pour permettre un peu à tous les pays, à tous les pôles de développement d'utiliser la finance pour effectivement financer les projets sur le continent. C'est très intéressant. Ce que je dis, c'est que l'Afrique est créancière nette du reste du monde. Concrètement, ça veut dire que les capitaux que nous sortons du continent dépassent les capitaux que nous recevons. Lorsque vous regardez les flux d'investissements directs étrangers, lorsque vous regardez ce que nous empruntons, vous voyez bien que ce qui sort du continent dépasse cela. Juste quelques ressources que je peux citer comme ça. Les flux financiers illicites, jusqu'ici, c'était à peu près 50 milliards de dollars chaque année qui sortaient. Il y a un mois, le président ghanéen a indiqué que c'était plus de 80 milliards aujourd'hui. Donc nous avons 80 milliards de dollars qui sortent du continent. Nous sommes la région du monde où les résidents ont le plus de comptes offshore. Lorsque vous regardez les statistiques de la Banque de règlements internationaux, vous regardez ce que les résidents africains, que ce soit les entreprises ou les particuliers, ce qui disposent à l'étranger, c'est significatif et ça peut contribuer significativement au développement. Lorsque vous regardez nos réserves de change, qui sont essentiellement placés à l'extérieur parce que nous investissons dans des actifs qui sont 2A, 3A, etc. C'est 400, 500 milliards de dollars. Et donc, c'est énorme. Lorsque vous regardez aussi maintenant nos capitaux que nous avons sur le continent en mobilisant nos propres marchés, effectivement, nous sommes aussi dans ces niveaux-là de 400, 500 milliards de dollars. Donc, effectivement, il y a des ressources qui sont disponibles et nous pouvons faire en sorte que ces ressources-là contribuent significativement au financement de nos projets. Inumbwana ya wongwana
En général, lorsqu'on relève un risque, on n'est pas heureux de voir le risque réalisé. Le but de l'analyse, c'est de permettre aux décideurs d'anticiper. Les eurobonds, qui sont en fait des titres émis dans les devises étrangères, donc ça peut être en euros, en rand sud-africain, en dollars, que les États africains ont commencé à émettre à partir de 2006, ont permis aux États effectivement de réaliser plusieurs projets d'infrastructures que nous voyons. Mais il y a une dizaine d'années, j'ai relevé en créant ce mot eurobond pour dire que lorsque les eurobonds ne sont pas bien articulés et structurés, ils peuvent constituer des bombes pour les finances publiques de nos États. À cela, il fallait s'assurer que lorsque nous levons de la dette, surtout sur les marchés internationaux, que cette dette, cet argent serve à créer de la valeur sur le continent. C'est cette valeur qui permet de créer, d'avoir des ressources qui permettent de rembourser. Lorsque cela n'est pas fait, ou lorsque nous accumulons trop de ce type de ressources, parce qu'il faut payer en devises, des pays peuvent se retrouver avec le retournement des marchés dans des situations difficiles. C'est ce que nous observons et nous espérons que cela ne va pas être un problème généralisé et nous espérons que nos États vont utiliser davantage notre marché local. Aujourd'hui, nous avons pour toute l'Afrique un encours marché obligataire qui est entre 400 et 500 milliards de dollars. Si vous prenez la France de manière isolée ou l'Angleterre, le Royaume-Uni de manière isolée ou l'Allemagne, ils sont autour de 4 000 milliards de dollars. Donc ça veut dire que nous, tout le continent, 1,3 milliard de personnes, 54 États, nous faisons à peu près un dixième du marché obligataire allemand ou bien français ou anglais. Et ce n'est pas comme cela que nous allons arriver à atteindre nos objectifs. Nous avons la capacité de croître nos marchés de manière significative et donc c'est le chemin à suivre. La réalité est que l'essentiel de nos économies sont extraverties. Et l'inflation, très souvent dans nos pays, est importée. Là, nous avons une crise en Europe et nous avons eu aussi le cas du Covid, flambée aujourd'hui des prix du baril depuis l'année dernière, transmission de ce choc sur nos économies. Le prix du baril est levé à l'extérieur, le choc se transmet à nos États. Pourquoi la Banque centrale lève les taux? En levant les taux, elle règle quel problème? Puisque l'inflation qui est dans son pays n'est pas due à une forte demande des acteurs économiques du pays. Donc il faut regarder d'autres types de politiques. Le ciblage d'inflation est devenu pendant longtemps la méthode de politique monétaire la plus aboutie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les États industrialisés, c'est quelque chose qui s'est fait au fil du temps. Ils ont d'abord eu d'autres types de mandats et en modernisant leurs économies, ils ont fini par arriver au ciblage d'inflation et à la politique de taux. Nous sommes dans la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Nous devons avoir des banques centrales beaucoup plus ambitieuses qui vont utiliser la création monétaire, donc l'encadrement de crédit, comme l'a fait le Japon, comme on l'a vu en France, comme on l'a vu en Allemagne, pour soutenir le secteur réel, notamment en finançant les infrastructures. Il faut bien que cela soit encadré et éviter de financer des projets qui vont faire sortir le maximum de devises et puis se retrouver avec d'autres problèmes au niveau de la balance de paiement. Donc, ce problème n'est pas seulement dans la zone franc CFA, mais c'est un problème global sur le continent. On voit que la Banque centrale du Nigeria, qui est très proactive sur ces questions, fait beaucoup avec des lignes sur le secteur réel. Il faudrait inviter effectivement les banques centrales à repenser leur mandat et à voir un peu l'utilité des politiques utilisées par les autres banques centrales matures aujourd'hui, mais quand ils avaient nos problèmes. Cheikh Diop avait vraiment une vision avant-gardiste du développement. Lorsqu'en 60, il sort ses travaux sur l'État fédéral africain, il voit qu'il y a des zones qui devraient être mises, d'autres sur le textile,
d'autres sur la métallurgie. Et il fait un travail qui est très important, c'est de voir les sources d'énergie et les industries les plus disponibles dans chaque région. Si cet agenda avait été suivi, je pense que nous aurions déjà atteint un certain stade d'industrialisation. Et ça, c'est vraiment, si on prend le cas du bassin du Congo, vous avez toute la partie industrie lourde, donc l'aéronautique, vous avez l'automobile, on aurait pu faire l'industrie automobile dans cette zone, l'acier, parce qu'on a tous les minéraux qui permettent de faire ce type d'alliage. Et nous voyons aujourd'hui avec le coltan, le cobalt et bien sûr les autres minéraux qui sont dans la région. Donc voilà, on a Inga. Pour lui, c'était le projet d'énergie qu'il fallait soutenir. Si on fait un parallèle avec la Chine, vous avez le barrage des Trois Gorges. Ce barrage des Trois Gorges qui soutient une grosse partie de l'industrialisation de la Chine avec ses capacités. L'équivalent en Afrique, c'est Inga. Et Inga, si on, comme seul projet panafricain, nous nous mettons tous dessus pour faire ce projet, ça permet d'alimenter tout le continent et même d'exporter. Et donc cela aurait pu être une source d'énergie pour l'ensemble de l'industrie africaine. Donc vraiment, Cheikh Anta Diop, pour moi, c'est le père de l'industrialisation même du continent. Donc dans le livre, je parle de l'industrialisation diopienne. Excellent. Alors, en ce moment, on nous parle beaucoup de la ZLECAf comme la solution à nos problèmes. Il y a quelques-uns qui sont un peu sceptiques, qui se disent, mais pourquoi ouvrir des frontières si nous ne produisons rien? En d'autres termes, quels seraient selon vous les obstacles à la réalisation de cette zone de libre-échange africaine? Moi, je pense que la ZLECAf est un très bon projet, à une condition, c'est que nous développions nos industries. Et moi, je suis davantage favorable aux industries régionales. Dans plusieurs secteurs, certains pays ont la capacité d'aller seuls, mais dans la plupart des cas, je pense qu'il faut se mettre à 2 ou 3 sur des chaînes de valeur pour produire ensemble, mutualiser nos ressources, nos capacités techniques et bien sûr nos capacités financières. Il ne faut pas que la ZLECAf soit le canal par lequel des multinationales externes vont faire leur marché sur le continent. Si c'est ce modèle que nous choisissons, oui, là, bien sûr, il y a problème. Mais si la ZLECAf est utilisée pour promouvoir nos productions industrielles, nos capacités endogènes, bien sûr, ça va être un organe qui va permettre de transformer radicalement le business sur le continent. Alors, en regardant le rapport de l'Union africaine de 2019 sur les communautés économiques régionales, il ressort que ces communautés économiques régionales n'ont pas réussi à atteindre les objectifs fixés. Et pour chaque région, il est fait mention des obstacles. Ce que je retiens, c'est que au départ, ce qui permet de faire avancer les communautés économiques régionales, surtout tout ce qui touche au commerce, à l'industrialisation, c'est de partir sur les projets et non de reprendre ce qui a été fait en Europe. On prend par exemple les indicateurs régionaux de convergence qui ressemblent étrangement à ce qui est fait en Europe. Il faut partir des projets. Moi, j'ai été particulièrement influencé par Airbus. J'ai fait mes études à Toulouse, de voir comment des États, avec le secteur privé, sont partis d'un projet entre 2 ou 3 pays. Au départ, l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Finalement, le projet a démarré avec la France et l'Allemagne et qui est devenu aujourd'hui un projet européen et qui permet de fabriquer une partie de l'avion dans différents pays et de tout acheminer à Toulouse pour l'assemblage. C'est ce type de projet qui permet d'intégrer plus rapidement. Ça va plus vite que des communautés, des textes de loi que nous mettons ensemble, des indicateurs. Il faut partir sur des projets. Et c'est pourquoi j'insiste particulièrement sur les industries régionales. Il faut encourager les projets régionaux et c'est ces projets régionaux qui vont accélérer et booster le travail des communautés économiques régionales.
la crise de Covid, on l'a vu, nous étions 100% dépendants du reste du monde. Et bien sûr, le reste du monde va mettre en priorité ses besoins avant de penser à l'Afrique. En 2019, McKinsey fait un rapport sur l'industrie pharmaceutique en Afrique. Il ressort que nous avons à peu près 375, en tout cas moins de 400 fabricants de médicaments sur le continent. Et l'essentiel de ces fabricants sont en Afrique du Nord. Et très peu en Afrique subsaharienne. Et lorsqu'ils sont en Afrique subsaharienne, c'est de petite taille. Donc vous voyez, l'Afrique, avec à peu près 1,3 milliard d'habitants, nous avons moins de 400 fabricants de médicaments. Pour la Chine, c'est 5 000. Et pour l'Inde, c'est 10 500. Le chiffre d'affaires, un peu du business de médicaments en Afrique, c'est autour de 14 milliards de dollars. Lorsque vous prenez en Chine, on a 120 milliards de dollars. Donc voici un secteur avec une population en croissance qui double tous les 25 ans. Nous allons avoir 2,5 milliards d'habitants. Voici un business qui va croître jusqu'à la fin du siècle. Il faut être dedans, il faut bien sûr que nous soyons nous-mêmes les leaders. Et nous avons une chance, c'est que nous ne sommes pas obligés d'aller dans les procédés chimiques qui ont été utilisés par les autres, mais nous avons la grande forêt du bassin du Congo, nous avons notre pharmacopée, nous pouvons monter en capacité pour avoir des produits de qualité et qui sont en phase avec la nouvelle donne, qui est celle de protéger l'environnement et d'avoir aussi des politiques qui permettent de garder les populations sur place. Donc je pense effectivement que c'est un secteur dans lequel nous devons nous mettre, et à 2 ou à 3, toujours, industrie régionale, pharmaceutique, pour avoir la taille qu'il faut. Je pense qu'au niveau des infrastructures, au niveau régional, le travail que fait l'Union africaine avec tous les partenaires au développement est déjà suffisant en termes de plan d'action et d'identification des routes et des voies qu'il faut. Ce qu'il faut davantage au niveau local, c'est de mobiliser les ressources qui permettent de les réaliser. Je suis très heureux de voir par exemple que le pont Gazungula entre Zambie et le Botswana a été fait. Ça a pris un certain temps et c'est un projet qui est très ambitieux et qui peut même avoir un chemin de fer. Donc ce type de projet est excellent. Il y a le projet qui est des deux fleuves Congo, sur le fleuve Congo, des deux capitales, qui permet de relier les deux capitales Brazzaville et Kinshasa, qui est en cours. Et donc tous ces projets-là vont permettre effectivement à l'Afrique d'être mieux intégrée, de mieux circuler. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas, mais les jeunes qui vont arriver dans 15 ans vont être sur un continent où ils pourront circuler de l'est à l'ouest, du nord au sud, sans problème, parce qu'il y a des projets d'infrastructures qui sont en train d'être réalisés par les États. Alors, essentiellement, c'est les États qui expriment leur besoin de financement en créant des titres qu'ils émettent sur le marché. Les investisseurs achètent ces titres-là, qu'on va appeler les obligations. Et ce marché, quand on regarde ce qui se passe dans les pays industrialisés, a permis de transformer de nombreux pays. Parce que c'est sur ce marché, vous pouvez emprunter sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, même 100 ans. Donc vous avez là l'opportunité de financer des projets qui demandent beaucoup de ressources et qui demandent un niveau d'amortissement qui est en phase avec les marchés. Sur le continent, l'encours de ce marché en 2000 était de 28 milliards de dollars. Il est aujourd'hui autour de 400-500 milliards de dollars. Ça veut dire qu'on a bien progressé. Mais il reste toujours de très petite taille lorsqu'on regarde l'ensemble du continent. Il est très bien approfondi au niveau de l'Afrique du Sud, dans quelques pays, mais de manière globale sur le continent, il reste modeste. Comme je disais tout à l'heure, la France, c'est 4 000 milliards. L'Allemagne, c'est 4 000 milliards à peu près. Le Royaume-Uni, c'est 4 000 milliards. Ça veut dire que toute l'Afrique, c'est à peu près 1/10 de ces marchés. Il faut arriver à doper, à densifier nos marchés pour y arriver.
Mais pour y arriver, il faut qu'il y ait une base d'investisseurs diversifiée et approfondie. Donc, nous avons des réformes à faire au niveau des caisses de pension. Nous avons des réformes à faire au niveau du marché des assurances parce que ce sont ces investisseurs institutionnels qui ont des ressources longues. Nous avons nos banques aussi à moderniser pour permettre qu'il y ait suffisamment de ressources. Et bien sûr, le marché permet aussi l'innovation. Donc, je pense que ce canal peut permettre aux pays africains de bien trouver les ressources qu'il faut pour approfondir leur marché. Rien que prendre le cas de la CEMAC. L'encours global des 6 pays sur le marché obligataire était de 1 000 milliards de francs CFA fin 2018. Il est aujourd'hui autour de 5 000 milliards. Vous voyez qu'en très peu de temps, ils ont boosté leur marché et c'est ce qu'on veut voir faire au niveau des autres marchés du continent. Dans notre génération le fera. Rien que pour prendre son exemple, actuellement, il y a une route qui est en cours de réalisation de Lagos à Mombasa, en passant par Yaoundé, Bangui et Kampala. Donc, il y a des bouts de ce chemin qui commencent déjà à être concrétisés. Et bien sûr, je pense que nous allons le voir d'ici les 5 ans qui viennent, ce chemin sera fait. Et je pense qu'on pourra, nous, passer du nord au sud, de l'est à l'ouest et voir plusieurs réalisations du NEPAD se faire sur le continent. Alors, il y a quelques secteurs, comme on a parlé tout à l'heure de l'industrie pharmaceutique, on parle de l'agriculture. Vous avez là 1,3 milliard, on va être 2,5 milliards, il faut nourrir toutes ces personnes. Donc ça, c'est un secteur porteur. Vous avez le transport, tout ce qui est transport urbain. Vous avez le logement. En termes de déficit de logement, nous sommes à 51 millions de maisons pour l'ensemble du continent, si on se réfère au rapport sur le logement. Donc vous voyez que ça, ce sont des secteurs qui peuvent effectivement créer de la valeur. Mais pour les jeunes, je leur dirais, il faut vraiment se focaliser sur les métiers qui touchent les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, parce que c'est ça qui va permettre de monter en gamme en termes de capacité, donc quel que soit le secteur. Il faut beaucoup de technologie, il faut capter tout ce qui se fait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle pour permettre d'accélérer l'industrialisation du continent.